Bonsoir à tous. C'est l'un des outsiders de cette campagne pour la présidentielle 2022. C'est aussi la seconde fois qu'il se présente devant les Français pour la fonction suprême. Il est le président fondateur de l'Union populaire républicaine et c'est lui qui passe ce soir le grand oral des GGMO. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir Monsieur Petrover et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce soir. Une partie de nos téléspectateurs ne vous connaît peut-être pas ou pas assez et pourtant vous êtes dans la course. Cette heure d'émission sera donc l'occasion de mieux vous découvrir, vos propositions de candidats, votre idée de la France et peut-être aussi ce qui peut vous faire grimper dans les sondages. Et je ne serai pas seul pour étudier chacune de vos facettes. À mes côtés, pour vous interroger, Jean-Michel Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin nutritionniste. Pour votre regard sur la vision de François Asselineau en matière de politique sanitaire. À Paris, Clément Vérénal, journaliste, pour mieux connaître votre place sur l'échiquier politique français. Bonsoir Clément Vérénal. Et bonsoir Michel Taubman qui lui vous interrogera davantage sur la politique internationale. Alors on va dialoguer ce soir entre Paris et Tel Aviv. Mais peut-être une première question d'abord François Asselineau. Vous vous sentez ignoré aujourd'hui par les médias parisiens ? D'ailleurs, je vous remercie de m'accorder une heure d'émission à débattre. Je trouve que c'est formidable. Un grand merci. Et bien, figurez-vous que ça n'arrive jamais. Depuis 3 ans, depuis les élections européennes, ça n'est jamais arrivé. Alors qu'aux élections européennes, j'ai quand même obtenu 1,2% des suffrages des Français avec 33 listes. Selon le relevé du CSA, d'ailleurs, j'avais eu à l'époque, au moment des élections européennes, sur TF1, vous savez quel est le temps de parole qui m'avait été consacré par TF1 aux élections européennes ? 8 secondes. Wow. Vous pensez qu'il y a un problème à Asselineau dans les grands médias aujourd'hui ? Oui, il y a un problème qui est dû, je pense, à ce qu'on appelle du shadow ban. Pourquoi ça ? Parce que je pense, quelqu'un qui suis compétent, qui connaît ses dossiers, qui dit des choses avec beaucoup d'équanimité, sans faire de buzz, sans jeter d'huile sur le feu. Et je parle, je pense, avec une certaine sérénité des problèmes de la France. Vous savez, il y a un joli proverbe chinois qui dit qu'il ne sert à rien d'élever la voix quand on a raison. Donc moi je dis qu'actuellement la campagne présidentielle telle qu'elle a démarré en France est une campagne de très mauvais niveau puisque on se perd dans des débats de second ordre, parfois de troisième ordre, alors même que les plus grands débats, les plus stratégiques qui devraient faire le cœur d'une campagne présidentielle en France, puisque c'est le moment, une fois tous les 5 ans, où les Français décident de leur avenir collectif, eh bien ces grands débats stratégiques n'ont pas lieu. Alors, par exemple, c'est quoi la solution pour vous européenne. On va en parler tout à l'heure de ces questions-là qui sont les vôtres, je le sais. Mais la solution pour plus de visibilité, c'est quoi ? Est-ce que vous souhaitez, comme Éric Zemmour, privatiser le service public ? Écoutez, je pense que M. Zemmour n'a pas trop à se plaindre quant à lui. Selon les relevés du CSA que j'évoquais à l'instant, au cours des 4 derniers mois 2021, M. Zemmour a eu 14% du temps de parole sur les 12 grands médias radio et télévision suivis par le CSA, quand moi j'ai eu 0,002%. Donc moi je voudrais simplement déjà que l'on respecte la loi et que l'on tienne compte des scores réalisés aux dernières élections. Mais il n'y a pas que M. Zemmour qui est concerné, il y a en fait un véritable problème en France, c'est que les lois sur l'équité de traitement, l'égalité de traitement en fait sont piétinées maintenant par les grands médias. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est de faire respecter la loi. Mais comme à l'évidence c'est extrêmement difficile, eh bien moi je me tourne vers les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, mais là ça marche bien. J'ai sur notre chaîne UPR TV réalisé des scores qui sont impressionnants. J'ai fait une vidéo il y a 10 jours qu'on est à 250 000 vues. Celle d'hier en est à plus de 100 000 vues. Et le record que nous avons fait, c'était suite à la déclaration de M. Macron à l'été dernier, au mois de juillet dernier, sur le pass vaccinal sanitaire. J'ai fait une vidéo qui a atteint 2 800 000 vues sur Facebook plus YouTube. Donc c'est une campagne 2.0. Comme ça, je devrais être largement invité. Écoutez, alors parfois il y a certains de vos collègues qui me disent, ça j'ai déjà vu ça, j'avoue que j'ai quand même eu un petit peu du mal à l'encaisser quand un de vos collègues m'avait dit un jour, alors vous avez choisi de faire votre campagne sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas choisi. Je lance ici un appel d'ailleurs à tous les grands médias français pour qu'ils me donnent la parole. Et je vais vous dire pourquoi.
Parce que ce que je dis est différent de ce que dit vraiment, je pense, la quasi-totalité des autres responsables politiques, du moins ceux qui se présentent à l'élection présidentielle, puisque parmi tous les candidats, je n'en connais pas d'autres à part moi qui proposent de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais je pense que si on muselle cette voie-là, eh bien, nous allons aller vers des années de plus en plus difficiles parce que on voit bien, regardez les événements qui se sont passés à Paris hier soir, qui ont fait d'ailleurs des réactions internationales. Vous avez vu que le président de la République du Salvador en personne a fait un tweet pour dire que si une telle répression avait lieu au Salvador, eh bien, la France, l'Union européenne et la communauté internationale protesteraient. Ces événements, on a l'impression de repartir sur les gilets jaunes. Je crains, moi, que la France ne verse progressivement dans un pays avec des jacqueries continuelles, avec un peuple qui se coupe complètement des élites qui le dirigent, et ça c'est extrêmement grave. J'ai même vu un sondage qui donnait un pourcentage d'abstention au premier tour de l'élection présidentielle qui serait de l'ordre de 65%. Je n'arrive pas à le croire. Alors si vous allez les convaincre... Ça prouve que les Français ne croient plus dans les élections. Alors allez-vous les convaincre avec votre proposition? Je vous propose d'avancer ensemble justement, à commencer par votre vision sur l'actualité de ce dimanche. D'abord cette inquiétude face à un conflit imminent entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est sur vos propositions en la matière, en matière de politique internationale, qu'on va vous entendre maintenant. Alors François Asselineau, ce samedi encore, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine pour entretenir le dialogue, éviter l'escalade. Poutine lui a répondu que les accusations d'invasion imminente de l'Ukraine étaient, je cite, des spéculations provocatrices. Est-on à la veille d'une guerre, François Asselineau ? Écoutez, je suis comme vous, j'observe la situation, je n'ai pas d'informations tout à fait particulières. Je pense que non, j'espère que non. J'espère que non. Parce que je pense que Vladimir Poutine est un joueur d'échecs et qu'il joue sa partition de la façon la plus subtile qui soit. Ce que je vois, c'est que de l'autre côté, malheureusement, le président Biden, il y a une vidéo qui circule sur Internet où on voit que c'est quelqu'un dont les facultés intellectuelles et cérébrales sont très diminuées. Et donc il me semble que le chef de la Maison-Blanche soit en fait un peu le jouet du complexe militaro-industriel qu'il y a derrière, voire de ce que certains appellent l'État profond, des gens qui veulent le pousser au conflit contre la Russie, avec derrière des pensées de nature géopolitique qui avaient été rappelées par quelqu'un comme Zbigniew Brzezinski, qui avait écrit un livre sur le sujet qui s'appelait Le Grand Échiquier, c'est-à-dire mettre la main sur l'Ukraine, c'était définitivement condamner la Russie au rang de puissance de second ordre. Pour ce qui concerne la France, moi je me réjouis honnêtement que Emmanuel Macron soit en contact avec Vladimir Poutine. Je pense que pour le coup, c'est ce qu'il doit faire en tant que chef de l'État français. Simplement, le problème, vous avez vu comment il a été maltraité du point de vue protocolaire et symbolique lorsqu'il est venu à Moscou il y a quelques jours, c'est que la France a perdu sa crédibilité, la crédibilité qu'elle avait acquise avec Charles de Gaulle et Georges Pompidou, c'est-à-dire d'un pays qui était un pays certes occidental, certes ayant des alliances, mais qui était un pays qui n'était assujetti à aucune puissance. Or là, nous avons un pays, la France, qui fait partie de l'OTAN, qui a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, et qui veut un peu une chose et son contraire. On peut pas à la fois prendre des sanctions contre la Russie dans le cadre de l'Union européenne sur le motif de la Crimée, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et après ça, vouloir jouer les bons offices. C'est-à-dire qu'il est à la fois jugé parti, voilà. Alors, sur la matière, Michel Taubman, depuis Paris, a une question justement à vous poser. Une question très précise, Monsieur Asselineau. Si dans les jours prochains, il y a une opération militaire, une invasion, ou simplement une opération militaire qui n'est pas une invasion complète de l'Ukraine par la Russie, vous condamnerez cette opération militaire ou non ? Oui, je condamnerai cette opération puisqu'elle sera contraire au droit international. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui suit
très attaché au droit international. Donc s'il y a effectivement une invasion spontanée de la Russie contre l'Est de l'Ukraine, je condamnerai cette opération bien sûr. Mais encore faudra-t-il vérifier dans quelles conditions tout ceci se passe. Parce qu'on présente dans les médias français M. Poutine comme étant un agresseur. Quand on regarde, il suffit de regarder les bases militaires de l'OTAN ou des États-Unis sur tout le pourtour de l'Est européen, le pourtour de la Russie, on ne peut quand même qu'être sidéré. Il y a quand même 300 soldats français du 5e régiment de chasseurs qui font des exercices en ce moment même dans une base militaire en Estonie à 100 km de la frontière russe, à 250 km de Saint-Pétersbourg où nous avons des chars Leclerc, des engins blindés. Mais qu'est-ce que l'on ne dirait pas s'il y avait des engins blindés russes qui étaient à Andorre, à 200 km de Toulouse? Il faut quand même bien se rendre compte que, voir un peu quelles sont les forces en présence. Est-ce que vous considérez que l'Ukraine est un État indépendant et qu'en tant qu'État indépendant, il a le droit d'adhérer à l'OTAN, s'il le souhaite? Alors oui, l'Ukraine est un État indépendant, mais il y a des réalités géopolitiques dans le monde. Rappelez-vous, lorsqu'en 1962, Khrouchtchev avait voulu installer des missiles à Cuba. Cuba est un État indépendant, mais rappelez-vous la réaction qui avait été celle du président Kennedy, qui avait mis un ultimatum, et honnêtement, on a frisé la Troisième Guerre mondiale. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que Charles de Gaulle, tout en voulant avoir une France indépendante, s'était rangé du côté des États-Unis d'Amérique. Comme on le disait souvent, les États-Unis devraient faire attention. Si demain, Monsieur Asselineau, excusez-moi, si demain il y a le compromis suivant, personne, ni les Américains ni les Européens, ne peuvent s'engager pour refuser ad vitam aeternam que le principe d'une adhésion à l'OTAN par l'Ukraine. Mais si on trouve ce compromis, on laisse ouverte cette possibilité et en même temps, on s'engage à ce qu'il n'y ait pas de missiles en Ukraine, qui serait évidemment une provocation contre la Russie. Vous seriez d'accord avec un tel compromis ? Il faudrait voir déjà le compromis en question. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu déjà un accord, ce sont les accords de Minsk. Les accords de Minsk qui ne sont pas respectés. J'insiste sur la situation inverse. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que le Mexique, qui est dirigé par un président de gauche, fasse une alliance avec Moscou, dans le cadre, par exemple, des BRICS, et qu'il y ait un accord militaire avec la Russie? Les États-Unis ne seraient évidemment pas contents, et ils auraient raison de l'être, de voir que des missiles russes, par exemple, pourraient se situer à une centaine de kilomètres au sud du Rio Grande. Donc nous avons affaire de la haute géopolitique. Il y a les principes intangibles du droit international, mais il y a aussi le principe de réalité. Et je pense que l'Ukraine devrait comprendre que l'intérêt général de la région, c'est de ne pas jeter d'huile sur le feu. D'autant plus que, permettez-moi quand même de souligner que les dirigeants ukrainiens ne sont quand même pas toujours des enfants de cœur. Vous savez sur le qu'ils ont sujet, des liens avec le parti Svoboda, les néo-nazis ukrainiens qui sont quand même comme poissons dans l'eau à Kiev. Une question, Michel, et on avance. Là, attendez, là, c'est très simpliste. C'est très simpliste ce que vous dites. Quand vous dites que le président Biden n'a pas toutes ses facultés, ça ne repose sur rien. Le président Biden est âgé, il a 78 ans, l'âge qu'avait le général de Gaulle en 1968, et le président Biden a toutes ses capacités intellectuelles. En tout cas, ce que vous dites ne repose sur rien. Est-ce que vous êtes plus proche de Poutine que de Biden? Je parle politiquement, intellectuellement, culturellement. Alors, s'agissant de Joe Biden, je faisais référence à des vidéos qui circulent. Il y en a une qui est sortie cette nuit, que je vous invite à aller voir, où à l'évidence, M. Biden a des problèmes d'élocution et même de fil de la pensée. Donc c'est quand même assez inquiétant. Il ne donne pas l'impression qu'il devrait donner, c'est-à-dire un chef d'État tout à fait à la mesure, en pleine maîtrise de ses moyens, surtout face à une crise de cette nature, et ça donne à penser que M. Biden est donc entouré par ce qu'on appellerait des faucons, c'est-à-dire des gens qui veulent le pousser à un conflit. D'ailleurs, M. Biden, j'ai trouvé que depuis plusieurs semaines, il a plutôt une vocation pour tempérer l'affaire. Il essaie plutôt de calmer le jeu. Il connaît d'ailleurs Poutine depuis belle lurette. Pardon, François Asselineau. L'un et l'autre une vie antérieurement. Pardonnez-moi, mais Michel Thoman, vous interrogez sur la proximité entre Biden ou Poutine. Oui. Alors, mais écoutez, moi je ne suis ni près de l'un ni de l'autre.
Écoutez, si vous voulez me faire dire que je suis pro-Poutine, anti-Biden, etc., ça sera non. Moi, je suis pour le droit international. J'estime que Vladimir Poutine, d'abord, c'est un très grand chef d'État. Personne ne peut nier qu'il a redressé la Russie d'une façon spectaculaire. Et c'est quelqu'un qui se fonde sur le droit international quand même dans la plupart des domaines. C'est un très grand démocrate, monsieur Asselineau. Non, c'est sans doute pas un très grand démocrate, je vous l'accorde. Mais enfin, lorsque l'on voit la situation en France ou celle que je décrivais à l'instant, c'est-à-dire que voilà, je suis un candidat. Vous savez, les Français en France aujourd'hui, les Français qui voudraient sortir de l'Union européenne et de l'euro, puisque c'est l'objectif central de mon combat politique. Selon les sondages, ça varie entre 11 et 40%. Bon, il y a une forte minorité de Français qui, en tout cas, voudraient des débats sur ce sujet. Vous remarquerez qu'en France, il n'y a absolument aucun débat. Alors, et que pour ce qui me concerne, je fais l'objet d'un shadow ban sur les grands médias. Alors parlons-en justement. Écoutez, vous êtes là pour en parler. Vous êtes le seul, à ma connaissance, candidat qui propose une sortie, non pas de l'euro, mais une sortie de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc vous prenez exemple sur le Frexit britannique. Sauf une objection que je vous oppose, c'est que les Britanniques, ils sont sortis de l'Union européenne, mais ils ne sont pas sortis de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils sont, aujourd'hui, ils ont une proximité et des liens à la fois économiques, diplomatiques, politiques et militaires avec les États-Unis. La France, si elle quittait et l'OTAN et l'Union européenne, avec qui aurait-elle des liens privilégiés et avec qui organiserait-elle sa défense militaire ? Alors, vous avez parfaitement raison, le Royaume-Uni n'est pas la France. Voilà. Alors, d'abord, je rappelle que s'agissant de l'OTAN, ça n'est pas moi qui l'ai dit, mais le président Macron qui a dit, voici 1 an et demi, que l'OTAN était en situation de mort cérébrale. J'ajoute que, on le disait à l'instant, lorsque M. Macron se rend à Moscou, qu'il essaye de jouer les bons offices, il essaye donc de trouver cette voie médiane qu'avait su trouver Charles de Gaulle, qui ne faisait que nous n'étions pas, du temps de Charles de Gaulle, dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. De Gaulle qui avait d'ailleurs dit à Alain Peyrefitte, lorsque le communisme s'effondrera, eh bien l'OTAN disparaîtra, en quoi il s'était d'ailleurs trompé. Nous proposons en effet aux Français de redevenir cette puissance indépendante et d'équilibre qui manque en fait dans le monde. Dans le monde, il manque la France. Dans le concert international, c'était vers la France dans un certain nombre de conflits. Je pense par exemple au et le Frexit, c'est la solution ? C'est bien en France, à Paris, avenue Kléber, que s'étaient réunis les belligérants pour essayer de trouver une solution. Oui. Donc je dis qu'il y a ça. Par ailleurs, sortir de l'Union européenne. Attendez. Sortir de l'Union européenne. Il y a des gens qui veulent sortir de l'Union européenne et il y a des gens qui veulent sortir de l'OTAN. Vous voulez les deux en même temps ? Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps ? La France va se retrouver toute seule. Et je vais vous demander une réponse courte, François Asselineau, parce qu'après, il faut qu'on parle du Proche-Orient. François Asselineau. Non, attendez, sortir de l'Union européenne. Le Royaume-Uni vient de montrer que ça n'a strictement rien à voir avec s'isoler du reste du monde. Regardez quand même, ils nous l'ont mis à l'envers, si vous me permettez cette expression, avec les États-Unis et l'Australie sur l'affaire des sous-marins. Ils sont proches des États-Unis. Oui, bien sûr. C'est ça que je vous dis. Bien sûr. Voilà. Michel, laissez François Asselineau terminer. Je ne terminer. Avec le Frexit français que vous souhaitez avec le Brexit. Oui, mais écoutez, quelle était la situation dans les années 60 et 70 du XXe siècle ? La France n'était pas dans l'Union européenne parce qu'elle n'existait pas, et la France était certes dans l'OTAN, mais Charles de Gaulle avait fait sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Je vous rappelle que depuis les années 70, il n'y a plus le pacte de Varsovie. Je vous rappelle que si la France est sortie de l'Union européenne, elle sera, ma foi, comme la Suisse, comme la Norvège, comme le Royaume-Uni, elle aura des liens internationaux avec le monde entier. Pourquoi voulez-vous que la France s'isole à partir du moment où elle serait sortie de l'Union européenne? Au contraire, c'est le fait d'être dans l'Union européenne qui nous isole, qui est en train de nous faire perdre notre présence en Afrique, qui est en train de nous faire perdre nos amitiés traditionnelles avec la Russie, avec la Chine continentale, tous ces atouts formidables que De Gaulle nous avait légués dans les années 60, nous sommes devenus maintenant un supplétif de la géopolitique des États-Unis. Alors François Asselineau. Et c'est la raison pour laquelle... François Asselineau, est-ce que... Non, Michel, il faut qu'on avance. François Asselineau, justement, si la France, comme vous le souhaitez, organise ce Frexit, est-ce qu'elle va avoir des positions différentes de l'Europe, par exemple sur le Proche-Orient? C'est la prochaine séquence que j'aimerais maintenant vous faire en vous posant quelques questions depuis Tel Aviv.
Avec un exemple, par exemple, c'est ce rapport qui, depuis une dizaine de jours, provoque l'indignation en Israël, mais également à l'étranger, celui d'Amnesty International, qui accuse Israël d'être un État apartheid. En fin de semaine dernière, une pétition a été lancée sur le site change.org pour dénoncer, je cite, un rapport honteux. Plus de 10 000 personnes l'ont déjà signé, parmi elles Manuel Valls, François-Xavier Bellamy ou encore Constance Le Grip. Vous seriez prêt à la signer, vous, François Asselineau ? Alors, moi, ce que je voudrais dire sur cette question, c'est que la France, d'abord, devrait faire preuve d'un petit peu d'humilité, si vous me le permettez, puisque la France, depuis maintenant un certain nombre d'années, a perdu son audience internationale, je le disais à l'instant, pour apparaître désormais comme un supplétif de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Je pense qu'avant que de donner des leçons de morale à la planète entière, on ferait bien déjà de regarder chez nous. Et donc, s'agissant du Moyen-Orient, comme d'ailleurs d'autres conflits dans le monde, je pense à Chine-Taïwan, par exemple, ou bien Russie-Ukraine, je pense que nous devrions faire preuve d'un petit peu d'humilité, redevenir une puissance souveraine et indépendante, rebâtir une force militaire crédible qui nous permettrait, et avoir en nous-mêmes, au sein même de la France, renouer avec les grandes valeurs de la République française, notamment sur la démocratie, la liberté. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a énormément de Français aujourd'hui, on l'a vu encore hier avec la répression... Non mais sur le Proche-Orient, pardonnez-moi François Asselineau. Attendez, je me permets de dire... Oui, mais attendez, moi... On en parlera tout à l'heure de la manifestation d'hier, vous inquiétez pas. Que de voir des Français... Attendez, rien ne me fatigue plus que de voir des responsables politiques français qui sont là en train de donner des leçons de morale à la planète entière, alors qu'il ferait déjà bien de balayer devant leur porte. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que la France devrait essayer de prendre une initiative au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Parce que nous avons un conflit, la création de l'État d'Israël, c'est il y a 74 ans, 1948, c'est un conflit qui va durer jusqu'à quand ? Est-ce que la France, avec sa voix redevenue souveraine et indépendante, ne pourrait pas prendre une initiative, je pose des questions, mais il faudrait, me semble-t-il, que les deux parties fassent un geste. Je ne verrais personnellement pas d'inconvénient à ce que la France propose aux Nations Unies de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, parce que c'est évident en fait, tout le monde est au courant, enfin, tout le monde connaît l'histoire, et donc je pense que Jérusalem pourrait, du moins Jérusalem-Ouest pourrait être la capitale de l'État d'Israël, alors que l'Organisation des Nations Unies a dit le contraire, et que l'initiative de Trump en fait a fait chou blanc. Donc mais la France devrait déplacer l'ambassade pour vous. En même temps, je dirais, en même temps, il faudrait que l'ensemble des pays du monde reconnaissent l'État palestinien. Actuellement, il y a 138 États dans le monde qui reconnaissent l'État palestinien, dont d'ailleurs un certain nombre de membres de l'Union européenne, y compris la Suède, plus un certain nombre de pays de l'Est. La France ne reconnaît pas l'État palestinien. Et donc je pense que voilà une piste. Je sais que c'est très compliqué, je sais que c'est extrêmement compliqué, mais je pense que cette piste serait conforme au droit international et la France pourrait avoir, par son magistère moral, par le fait qu'elle a des liens d'amitié traditionnels, non seulement avec l'État d'Israël, mais aussi avec un certain nombre d'États de la région, la France pourrait essayer d'aller dans cette direction. Voilà ce que je mets dans le débat. Maintenant, je ne suis que François Asselineau, je ne suis pas aux affaires, et en plus de ça, la France est quand même pas mal discréditée dans la région. Mais vous ne répondez pas à ma question d'origine, François Asselineau. Est-ce que vous seriez prêt à signer cette pétition qui dénonce ces accusations d'apartheid contre Israël ? Écoutez, honnêtement, je n'ai pas vu cette pétition, je n'ai pas regardé. Ce que je pense, c'est que... Mais il y a des États. Le mot d'apartheid... Il y a des États qui ont condamné cette pétition. Il y a des États qui ont condamné cette déclaration d'Amnesty International. Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et même depuis ce week-end, le Canada. La France n'a rien dit. Est-ce que vous dénoncez ces accusations d'apartheid ou est-ce que vous les soutenez ? Non, pour l'instant, je réserve ma position. Je pense en tout cas que le mot d'apartheid est un mot très fort, qui fait référence à une situation historique tout à fait précise, qui était celle de l'Afrique du Sud, et qui était fondée sur des soubassements racistes. Là, nous avons affaire, alors je connais bien les positions des uns et des autres, je connais bien la situation des résidents en Israël qui sont victimes d'attentats et de terrorisme de façon régulière, et c'est insupportable, puisque l'Organisation des Nations Unies a
a reconnu le droit d'Israël à vivre dans des frontières sûres et reconnues, mais je connais aussi la situation des populations qui sont depuis des décennies dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie et qui constatent, elles, que les résolutions 242, de 67, 338, de 73 ne sont pas suivies des faits. Encore une fois, moi je pense que ces pétitions, si vous voulez, ça jette de l'huile sur le feu pour rien. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait au contraire essayer de mettre autour de la même table des gens avec, comment dirais-je, la volonté de la paix, la volonté d'aboutir. C'est ça qu'il faudrait. Je ne pense pas que ces pétitions... Vous parlez des pétitions ou des rapports d'amnistie? Servent quoi que ce soit. Laura, je ne sais pas, je n'ai pas lu. Écoutez-moi, je n'ai pas lu. J'aime pas parler de ce que je ne. Le rapport d'amnistie. Je n'ai pas lu. Moi, j'ai pas lu. Alors je vais vous citer vous. Alors je vais vous citer vous, François Asselineau, tout simplement. Lors de la guerre 2014 entre Israël et la bande de Gaza, vous avez été très dur envers Israël. Vous avez écrit, par exemple, dans un communiqué de votre parti, quelles que soient les explications apportées par la partie israélienne pour tenter de les justifier, ces massacres de civils à répétition outragent la conscience universelle. Israël commet des massacres à Gaza? Oui. Ah oui, il y a eu des moments à Gaza, oui, tout à fait, où il y a eu effectivement des réactions disproportionnées. D'ailleurs, même les États occidentaux que vous évoquez ont eux-mêmes réagi. Je ne dis pas qu'Israël n'a pas le droit de se défendre, bien sûr, mais il y a quand même dans cette chaudière qu'est le Moyen-Orient la nécessité d'avoir des réactions quand même proportionné. Mais c'est un massacre. C'est qu'il faut éviter ces réactions. C'est le mot que vous avez utilisé, c'est un massacre. Ah ben quand vous avez quand vous avez quand même des populations civiles qui sont bombardées avec des femmes et des enfants, on ne peut pas s'en féliciter. D'ailleurs, je signale au passage qu'en Israël même, qui est un pays démocratique, vous avez aussi des forces en Israël même qui condamnent ces actions. Donc ça n'est pas une vision. Moi, j'essaie encore une fois. Je n'aime pas jeter l'opprobre, je l'ai dit en préambule. Il faut essayer de rassembler les gens sur un sujet qui est extraordinairement compliqué. François Asselineau, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ce grand oral, puisque vous êtes un candidat à l'élection présidentielle que les médias parisiens présentent bien. Eh bien, nous, on va essayer de mieux vous connaître dans quelques instants avec Clément Vérénal. J'aimerais entendre également votre regard sur le convoi de la liberté, même si vous en avez un petit peu parlé en première partie. Et puis, avec Jean-Michel Cohen, on va parler également de vos positions face aux mesures sanitaires, notamment du gouvernement en cette période de Corona. Suite de notre grand oral avec notre invité François Asselineau, c'est juste après ça. Et c'est un candidat à l'élection présidentielle qui passe ce soir le grand oral des GGMO, François Asselineau, fondateur de l'Union populaire républicaine. Vous êtes toujours François Asselineau en ligne avec nous depuis Paris et je vous en remercie. À mes côtés ce soir pour vous interroger, Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste qu'on entendra dans quelques minutes. Les journalistes Clément Vérénal et Michel Thoman sont toujours avec nous depuis Paris. Et maintenant, on va chercher un petit peu à mieux connaître le candidat à l'élection présidentielle que vous êtes avec quelques questions, cartes sur table. Et François Asselineau, la campagne pour les présidentielles passe d'abord par une étape importante pour la présidentielle, c'est l'étape des parrainages. Si je ne me trompe, vous en êtes à ce jour à 193 validés par le Conseil constitutionnel. Votre entrée en campagne officielle n'est donc pas acquise à ce jour. Non, vous avez raison, c'est difficile, c'est encore plus difficile qu'il y a 5 ans. Bon, il y en a d'autres parrainages, je sais, qui vont arriver, mais c'est vrai que nous avons des difficultés, je ne suis pas le seul, des personnes plus connues que moi ont moins de parrainages validés, je pense à M. Zemmour, je pense à M. Poutou, je pense à Mme Taubira, mais c'est vrai que c'est difficile, donc il nous faut mettre le paquet pour pour y arriver, c'est pour le 8 mars, donc on a encore un petit peu de délai pour motiver. Alors vous le savez, tout le monde vous l'a dit, les maires sont réticents à parrainer. Le système est complètement absurde d'ailleurs. Moi, je voudrais dire, si des maires m'écoutent ici, qu'ils devraient donner leur parrainage. D'abord, ne pas les donner à des personnalités qui les ont déjà beaucoup. Je trouve, excusez-moi, que les Républicains sont quand même un peu des tartuffes. À la fois, ils disent qu'il faut donner des parrainages aux petits candidats, entre guillemets, et puis en même temps, ils siphonnent. Madame Pécresse a déjà plus de 1200 parrainages. Eh ben, il faut qu'elle dise à tous les maires de France, arrêtez de me parrainer.
j'en ai plus que 2 fois plus ce qui est nécessaire maintenant parrainer les autres. C'est ça qu'il faudrait qu'elle dise. Par ailleurs, je voudrais dire aux maires, quand ils hésitent à savoir pour qui ils doivent se prononcer, qu'il ne s'agit pas d'un vote, mais qu'il s'agit de choisir le président de la République française. Et le président de la République française, il y a un article de la Constitution, l'article 5, qui lui fixe ses responsabilités. Il est là pour garantir le fonctionnement de l'État, il est là pour garantir l'intégrité territoriale, il est là pour garantir l'indépendance nationale et il est là pour garantir le respect des traités. Voilà le rôle du président de la République. Dans ces conditions, les maires devraient se dire: est-ce que je parraine un tel ou un tel? Il faut imaginer, est-ce que M. Asselineau, par exemple, serait capable, s'il était élu, de parler avec le président Poutine, le président Xi Jinping, le chancelier vous dites oui, évidemment. le Premier ministre britannique? Moi, écoutez, je pense que parmi les candidats qui se présentent, j'ai un pédigré, j'ai 64 ans, j'ai passé 4 ans dans les cabinets ministériels, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan sous la cohabitation, j'ai accompagné Jacques Chirac en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et quand je dis accompagner, je ne portais pas des valises, j'étais l'un de ses conseillers avec le ministre que j'accompagnais, j'ai vu donc les choses au plus haut niveau. Alors Qui, justement, parmi les candidats a cette expérience? Alors justement, cette expérience et le personnage que vous êtes, Clément Vérénal a quelques questions à vous poser. Bonjour François Asselineau, c'est la première fois que je vous rencontre et j'ai envie de vous connaître et de vous faire connaître, mais pardonnez-moi, mais j'ai un peu de mal à vous cerner parce que lorsqu'on examine votre carrière politique, vous êtes quelqu'un de tout à fait compétent et sérieux, vous avez fait HEC, l'ENA, les cabinets ministériels, vous venez de le rappeler, mais lorsqu'on s'intéresse à votre parcours politique récent, à vos ambitions, eh bien... disons-le, vous êtes un peu un ovni de la politique, vous êtes ce qu'on appelle un candidat fantaisiste. Et d'ailleurs, selon des propos qui ont été rapportés dans la presse, des propos de gens qui vous connaissent, ils disent, oui, Asselineau, il est fantaisiste, brillant et vaniteux. Qu'est-ce que vous dites de cela? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, des vaniteux, ça je laisserai à d'autres le soin d'en juger. Mais s'agissant de fantaisiste, permettez-moi de réagir. Je ne pense pas être fantaisiste. Disons que je ne dis pas la même chose que les autres. Et les gens qui s'intéressent à ma personne devraient se poser cette question. Voilà quelqu'un qui, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, a réussi des études parmi les plus difficiles. Je suis sorti vice-major de l'ENA. Et ensuite, j'ai eu un parcours dans des cabinets ministériels qui me prédestinait à la carrière la plus classique qui soit. Je pourrais être ici si j'avais, notamment, lorsque il m'est arrivé de rencontrer des chefs d'État ou M. Sarkozy, j'aurais certainement pu devenir ministre. J'aurais pu aussi choisir la voie habituelle d'un inspecteur général des finances, qui consiste à pantoufler dans le privé et à être à la tête d'une grande banque française. Il y a des exemples que j'ai à l'esprit de certains de mes collègues de l'inspection générale des finances qui sont à la tête de grandes banques françaises et qui gagnent quelque chose comme 280 000 € par mois. Je n'ai pas fait ce choix. Je n'ai donc pas fait le choix ni de l'argent, ni le choix des honneurs comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Et les gens devraient se poser cette question. Et aujourd'hui, vous êtes tout seul, quand même, c'est pas que je suis en politique. fantaisiste. Mais non, je ne suis pas tout seul, excusez-moi. Lorsque je fais des vidéos sur Internet, le meilleur score que nous ayons eu, c'est une vidéo suite au discours de M. Macron sur le pass sanitaire, on a eu 2 800 000 vues. Lorsque je me suis présenté à l'élection présidentielle, j'ai fait certes 1% des suffrages, mais attendez, j'ai fait 1% des suffrages, mais avec 0,8% du temps de parole. Donc moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est que je dis des choses... Si des millions d'internautes souscrivent à vos analyses, pourquoi vous faites de si faibles scores? Parce que pour 2 raisons. C'est que d'abord, je ne passe pas, on ne va pas en reparler, mais je ne passe pas dans les grands médias, vous ne m'avez pas vu. Et deuxièmement, sur les sondages, les instituts de sondage ne me référencent pas. Vous pouvez me croire ou pas, c'est pourtant la vérité. Nous avons chez nous des adhérents qui ont reçu des messages, des coups de téléphone d'instituts de sondage et qui leur disent pour qui avez-vous voté en 2017 ? Ils répondent Asselineau. Et pour qui allez-vous voter en 2022 ? Ils répondent Asselineau. Et à ce moment-là, vous avez la personne à l'autre bout du fil qui dit « Ah ben excusez-moi, je n'ai pas ce nom-là parmi les choix qui me sont proposés, il faut que vous en trouviez un autre. » C'est-à-dire que je ne suis même pas référencé dans les sondages. Asselineau. Il y a un véritable problème sur les sondages. On l'a d'ailleurs François Asselineau, pour aller au bout de la question de Clément Vérénal,
ne seriez-vous pas plus fort en faisant des alliances? Et je pense notamment à Jean Lassalle ou Florent Philippot. Alors, déjà, Florian Philippot ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, vous l'avez vu. Jean Lassalle, par ailleurs, excusez-moi, mais ne propose pas ce que je propose, ne propose pas de sortir de l'Union européenne, ne propose pas de sortir de l'OTAN, ni de l'euro. Donc, si vous voulez, ce que je fais de la politique de la façon la plus noble qui soit. Je la fais parce que j'ai acquis la conviction par mon passage dans les... Attendez, j'ai acquis la conviction par mon passage dans les cabinets ministériels que la clé de voûte des problèmes de la France, c'est que les dirigeants français n'ont plus aucune marge de manœuvre, ni juridique, ni budgétaire. Et qu'ils sont tenus d'appliquer tout ce qui découle, qui vient de Bruxelles pour la Commission européenne, de Francfort pour la Banque centrale européenne, de Luxembourg pour la Cour de justice de l'Union européenne, de Washington pour l'OTAN. Et donc dans ces conditions, nous avons un pays complètement bloqué qui essaie de voter à droite, au centre, à gauche et qui constate qu'il a toujours la même politique. On l'a vu par exemple sur l'affaire du démantèlement des lits d'hôpitaux. Certains reprochent à Emmanuel Macron d'avoir supprimé 17 900 lits depuis qu'il est à l'Élysée. Et ils ont raison de le lui reprocher, et je l'ai reproché aussi. Mais il faut savoir que son prédécesseur François Hollande et son antéprédécesseur Nicolas Sarkozy avaient également diminué le même nombre de lits. Et tout ça pourquoi? Parce que ce sont les directives venu de la Commission européenne. Vous avez été très sévère envers Macron d'ailleurs. Sur le service hospitalier. Je vous ai lu. Ça veut dire. Je vous l'ai sur Twitter, Jean Asselineau. Ce que je dis, c'est. Oui. Vous êtes d'ailleurs très sévère envers Emmanuel Macron. Vous dites même que sur ces mesures-là, c'est le pire président depuis Pétain. Liberté, contre-pouvoir, niveau de vie, dette, système de santé. Vous parlez du système de santé. Oui, je parle du système de santé, mais je parlais de beaucoup d'autres choses. Excusez-moi, on n'a pas vu, ni sous Hollande, ni sous Sarkozy, ni sous Chirac, ni etc., on n'a pas vu une telle répression des manifestations, on n'a pas vu un tel... Vous avez vu quand même que des gens brandissant un drapeau bleu-blanc-rouge se sont vus taxés de 135 € parce qu'ils brandissaient le drapeau national. Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs au monde, quelque chose de pareil. On n'a pas vu non plus un tel verrouillage des contre-pouvoirs en France. On a quand même... Écoutez, je n'ai pas rêvé. Le Conseil constitutionnel a validé le pass vaccinal et une semaine après, le président du Conseil constitutionnel en personne, M. Laurent Fabius, a fait part de ses doutes sur le caractère liberticide de ce passeport vaccinal. On a l'impression que ce soit le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Commission des sondages, on a l'impression que les contre-pouvoirs ont été en fait neutralisés, de même que le rôle du Parlement. On n'a jamais vu un Parlement réduit à ce point à l'état de béni-oui-oui. Donc, je pense qu'en effet, la situation française est extrêmement bloquée et qu'il faut donc trouver une solution. Mais la solution, tant qu'on restera dans ce carcan qui nous est imposé par ce que je vous disais à l'instant, venu de Bruxelles, Francfort, Luxembourg et Washington, eh bien, les Français vont aller de désillusion en désillusion. Et je crains pour la paix civile en France. Clément Vérénal. François Asselineau, on vous entend d'ailleurs, vous êtes une parole libre et on le constate, vous le constatez aussi pour l'instant, et vous êtes à 1% dans les sondages, et au précédent scrutin, vous avez fait 1%. C'est pas blâmable en soi, hein. Il y a eu d'autres hommes politiques, je songe notamment à Jean-Marie Le Pen, qui a été à 1% pendant des décennies, qui brusquement a connu une envolée, s'est mis à occuper durablement le paysage politique. Alors, quel est l'événement, l'évolution que vous attendez qui brusquement, effectivement, vous ferait germer, vous ferait apparaître sur la scène politique et vous ferait pousser des ailes? Ou une annonce ce soir sur les 24 News d'ailleurs. Alors, la comparaison avec Jean-Marie Le Pen, je vous la laisse un petit peu. Jean-Marie Le Pen parfois disait des choses qui étaient tout à fait exactes, mais il a fait aussi beaucoup de dérapages. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde le sait, vous le savez vous-même, vous êtes un fin observateur de la scène politique française, vous savez qui est à l'origine de l'envol de Jean-Marie Le Pen. Il s'agit quand même bien de François Mitterrand avec Michel Charasse qui ont demandé à la télévision française d'ouvrir leurs antennes à Jean-Marie Le Pen, notamment cette fameuse émission avec François-Henri de Virieu, l'heure de vérité, à l'heure de plus grande écoute, où pendant 1h30 devant les Français, on a interrogé M. Jean-Marie Le Pen et on l'a laissé parler. Donc il y a eu une volonté
tout à fait malicieuse de François Mitterrand à l'époque. Enfin, tout le monde, tous les historiens le savent. Vous avez qualifié l'attitude israélienne dans les différents conflits avec Gaza de disproportionnée. Or, je ne vous apprends rien en vous disant que le bilan des victimes d'un conflit comme celui du Donbass, qui oppose la Russie et l'Ukraine, est largement supérieur à l'ensemble des conflits qui ont eu lieu à Gaza. Diriez-vous que l'attitude des Russes en Ukraine est disproportionnée ? Oui, peut-être, certainement, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais vous savez, ne me faites pas non plus passer pour ce que je ne suis pas. Je ne passe pas mon temps à aller voir sur les réseaux sociaux à m'occuper ni de ce qui se passe en Israël, ni de ce qui se passe dans le Donbass. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est m'occuper de ce qui se passe en France. Et ce que je sais, c'est que notre pays est actuellement en pleine dégringolade dans tous les domaines. Ce que je voudrais, c'est d'abord et avant tout redonner aux Français leur niveau de vie qui est en train de s'effondrer, redonner aux Français l'image même qu'ils ont de leur propre pays, une vision positive de la France. Or, actuellement, qui propose cela dans cette élection présidentielle? L'élection présidentielle devrait être fondée sur quelle est votre vision de la France dans 5 ans. Voilà, c'est ça qui devrait être le sujet numéro 1 de toutes les élections François Asselineau, en ce moment. Justement, sur l'état des lieux de la France, il y a eu un événement ce week-end, ces rassemblements et ces manifestations qui ont lieu jusqu'à Paris, avec des images qui vous ont fait évidemment réagir. Ce sera notre dernière séquence, le carnet de santé. Avec le convoi pour la liberté qui est arrivé jusqu'à Paris, avec les images que l'on connaît, qui vous ont fait réagir, vous nous l'avez dit d'ailleurs en début d'émission, pour quelles raisons cela vous a indigné, la manière dont les autorités se sont préparées simplement à accueillir ces rassemblements? Parce qu'on a le sentiment, c'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité, qu'en France, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la faculté d'être opposé au gouvernement et au président de la République, eh bien, c'est en diminution constante. Voilà. Moi, je ne reconnais plus, je vais vous le dire, la France de mon enfance. Voilà. Et je pense que parmi vos invités on a à peu près, je pense, on est un peu de la même génération. En gros, moi, je ne reconnais plus la France des années 70, des années 80. On a maintenant l'impression qu'il y a systématiquement, dès qu'on s'oppose aux décisions de M. Macron, c'est une espèce de lèse-majesté qu'on n'a plus le droit de manifester. Je note d'ailleurs que ce convoi qui s'est développé en France n'est pas d'ailleurs né en France, il est né au Canada. Et il se répand un petit peu partout dans le monde occidental. Donc il y a un véritable problème, je crois, qui concerne plus généralement le monde occidental, qui, comme l'aurait dit ma pauvre grand-mère, file un mauvais coton. On a été habitué, depuis que je suis né, je suis habitué à considérer que nous sommes dans le pays de la liberté, des droits de l'homme, de la démocratie, mais insensiblement, nous avons vu que ces atouts ne sont pas pour toujours, c'est pas des acquis pour toujours, de la même façon que la France n'est pas pour toujours un pays riche. La France, elle a laissé passer depuis l'acte unique de 86 et depuis le traité de Maastricht, elle a laissé partir des quantités de ses industries par l'adoption du principe de libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravé dans le traité de Maastricht. Donc la France est sur une pente d'appauvrissement général. Eh bien, en matière de liberté publique, la France, comme un certain nombre de pays occidentaux, est sur une ligne d'appauvrissement général de ses libertés. Quand vous parlez de liberté publique, j'imagine que vous parlez des mesures sanitaires du gouvernement et notamment du pass vaccinal. Et à ce sujet, Jean-Michel Cohen, docteur, a une question à vous poser. Oui, j'ai une question à vous poser parce que j'ai essayé d'écouter quelques-unes de vos vidéos sur YouTube. Je fais donc partie des 300 000 personnes qui vous ont regardé. Moi, je trouve que vous détournez avec beaucoup de facilité le terme de liberté. On a utilisé ça de façon extrêmement démagogique. La liberté, elle existe dans la mesure où vous avez le choix de ne pas vous faire vacciner. La liberté, elle est restreinte pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner parce que vous ne pouvez pas aller dans les dancing, dans les restaurants et vous balader où vous voulez, au cinéma et au théâtre. Ce qui était quand même une façon pour nous, les médecins, qui unanimement, quasiment, avons été pour ce pass vaccinal, c'était quand même une façon très forte d'inciter les gens à se faire vacciner. Et puis, petite remarque, vous dites, moi, je suis parisien. Vous dites on n'a pas le droit de s'exprimer. Pardon, mais depuis décembre 2020, on a eu une cascade de manifestations de gilets jaunes tous les samedis. Ça a été tous les samedis. Et quand vous dites la liberté,
qui concerne-t-elle? Aujourd'hui, on a 53 millions de Français qui sont vaccinés, 53 millions, et on a eu 37 000 manifestants hier. Est-ce qu'une minorité militante a le droit de bloquer un pays et est-ce qu'on doit les laisser aller jusqu'à ce qu'on a vu à l'Arc de Triomphe? Mais pour le pass vaccinal, monsieur Asselineau, les gens sont allés se faire vacciner de temps en temps parce qu'ils n'avaient pas le choix mais surtout pour des motifs assez futiles. Je ne peux plus aller au cinéma. Ces gens-là, non seulement on les a protégés, on n'a pas saturé le système de santé, mais en plus, on a permis de recréer une situation sanitaire à peu près correcte. Et ça s'est passé dans le monde entier pareil. Donc ça serait un grand complot mondial, quoi. François Asselineau. Alors moi, j'ai jamais parlé de grand complot mondial. Ce que je sais, c'est que si je prends la liste des 200 pays membres des Nations Unies ou des territoires associés, il y a des listes entières que l'on trouve sur un site notamment qui s'appelle politologue, je crois, .com en France, et que je vois le nombre de morts par habitant, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, la France, comme la plupart des pays occidentaux d'ailleurs, se trouve dans les 40 pays où il y a eu le plus de morts par habitant. Voilà, c'est comme ça. Et il y a des quantités d'autres pays du monde où le nombre de morts par habitant de la Covid-19 est très 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 inférieur. Donc que l'on ne vienne pas nous dire que la France aurait merveilleusement bien géré, ça n'est pas vrai. Elle a fait comme les autres. Le premier point. Le deuxième point, c'est que personnellement, je n'ai jamais dit que j'étais contre les vaccins. J'ai dit que j'étais pour la liberté vaccinale. D'ailleurs, j'ai même dit, sous forme de boutade, que j'étais moins anti-vax que le gouvernement, puisque je pense que les Français devraient avoir la liberté de choisir des vaccins à la mode de grand-mère, si j'ose dire, c'est-à-dire le vaccin chinois à partir d'un virus désactivé, et non pas à partir de la technologie ARNM. Vous pouvez. Donc, voilà. Il me semble que les Français sont des adultes et je ne comprends pas que la France, avec l'Union européenne d'ailleurs, on voit bien que derrière tout ça, il y a quand même des idées de géopolitique et de gros sous. Alors je voulais vous répondre de deux façons. La première façon, c'est sur le vaccin chinois. Premièrement, ce vaccin chinois, il a une efficacité qui est moins forte que les vaccins ARN, puisqu'il atteignait poussivement les 56-57%. Deuxièmement, il ne bénéficie pas de la technique de l'ARN messager. Contrairement à ce que vous pensez, la technique de l'ARN messager est une évolution médicale qui est beaucoup plus importante que les autres. Elle permettra probablement dans les années à venir de guérir du cancer, opposé à des vaccins ARN qui protègent entre 93 et 97% chez des laboratoires qui ont eu le courage d'investir très très fortement à un moment donné pour nous donner ces vaccins à ARN messager. Voilà pourquoi moi je préférerais que les gens comme vous, parce que je suis pour la pluralité des candidatures et le sens de la responsabilité au niveau sanitaire en écoutant les médecins que nous sommes qui avaient fortement conseillé ces vaccins, que vous vous battiez politiquement avec les autres candidats sur d'autres sujets, mais que vous nous laissiez tranquillement gérer la santé des Français. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que l'ensemble des pays du monde qui ont procédé comme la France ont participé à un complot en quelque sorte? François Asselineau. Non, moi je n'ai pas parlé de complot. Ce que je note, c'est que si vous prenez la liste des 200 pays ou territoires dans le monde et que vous regardez le nombre de morts par habitant de la Covid-19 depuis 2020, et vous trouvez ça sur des sites comme politologue.com ou .net en France par exemple, c'est tenu à jour tous les jours, vous découvrirez que les pays occidentaux de façon générale sont parmi les 40 pays où les scores sont les plus mauvais. C'est comme ça. Voilà, la France, qui doit être à 1850 ou 1900 morts par million d'habitants, ne se situe pas du tout parmi les pays ayant particulièrement bien réussi la gestion de cette pandémie. Deuxièmement, moi, je suis pour la science. Je me suis toujours fait vacciner quand j'étais petit et je ne suis pas du tout anti-vax. Il se trouve que là, nous avons affaire à une technologie nouvelle et que j'ai été, comme beaucoup de Français, gêné par le fait qu'on a l'impression qu'on a franchi toutes les étapes très rapidement pour imposer une technologie moderne dont on ne connaît pas les résultats. Alors peut-être que vous avez raison, moi je suis humble, je ne suis pas médecin. Peut-être que vous avez raison, peut-être que la technologie ARNM va faire des miracles dans les années à venir pour les maladies auto-immunes, pour le cancer, je le souhaite. Ce que je sais en tout cas, c'est que pour l'instant, ça n'est pas prouvé. Ce que je sais aussi, c'est que ce vaccin semble quand même avoir une efficacité qui décroît très vite, puisqu'au début, on nous avait parlé d'une injection, puis de 2, puis de 3, puis de 4, et que je vois que la plupart des pays du monde, en fait, renoncent à ce vaccin, puisque le virus, maintenant Omicron, semble-t-il, est en train de transformer cette pandémie en une épidémie saisonnière de grippe classique. Enfin, l'État d'Israël lui-même vient d'abandonner son passe vaccinal, et le résultat d'ailleurs des hospitalisations en Israël, notamment avec les gens qui sont 4 fois vaccinés,
C'est un pass sanitaire, c'est un peu différent. Vous conviendrez avec moi. Oui, non, on a abandonné la quatrième problème. Oui, oui, Donc, par ailleurs, il y a excusez-moi, il y a quand même beaucoup de médecins qui ne sont pas de votre avis. Il y a des médecins, il y a des avis extrêmement différents sur ces questions. Moi, je vois aussi... Non, il y en a quand même beaucoup. Je constate aussi qu'il y a les effets secondaires qui sont passés sous la table. Je vois que on a des sentiments... Et si vous voulez, moi, ce que je voudrais, d'ailleurs, c'est dans mon programme, je voudrais renouer une relation de confiance entre les Français et le système de santé et son corps médical. Voilà. Or, il n'est pas normal, par exemple, que sur un sujet comme celui que vous évoquez, le contenu des vaccins ne soit pas connu, les contenus des contrats... Arrêtez, vous êtes dans le complot complètement. Le contenu des vaccins est parfaitement connu. En plus, ce sont des vaccins dans lesquels il n'y a pas de sel d'aluminium, ce qui devrait rassurer les anti-vax d'auparavant. Vous racontez là des choses qui ne sont pas exactes et vous faites des confusions. Le vaccin est tout à fait sûr à l'heure actuelle. Les effets secondaires sont relativement légers, exceptionnellement, comme avec d'autres vaccins. Donc, il n'y a rien de différent. Donc, vous savez, nous, on n'a pas à prendre position politiquement là-dessus. On a à prendre position sanitairement. Et sanitairement, contrairement à ce que vous dites, à part quelques voix médiatiques qui s'expriment pour faire le buzz dans les médias, la quasi-unanimité des médecins sont complètement d'accord avec ce que je viens de dire. François Asselineau, je vous laisse répondre très court, s'il vous plaît, pour conclure l'émission. Parce que j'ai une dernière question. Non, c'est ça, c'est vous qui le dites. Je pense qu'il faut renouer une relation de confiance qui passe par la totale transparence sur le contenu des contrats qui ont été passés, par exemple, entre Pfizer et la Commission européenne, où il y a quand même des rumeurs de corruption qui circulent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le contenu de ces vaccins. Il faudrait également que l'on comprenne pourquoi les traitements qui ont été évoqués, notamment l'ivermectine, ont été à ce point pestiférés, alors que même... mais attendez, ça marche pas. C'était des médicaments... Mais il y a eu 10 expériences scientifiques là-dessus, ça marche pas. Mais attendez, écoutez, ce sont des médicaments... Moi, je sais que sur moi, ça a marché. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que vous avez guéri spontanément. Je ne veux pas en faire un cas général. Voilà. Oui, non. Moi, écoutez, moi, j'ai un truc bizarre autour de moi. Je vais vous le dire tel que je le pense et tel que je le constate. Moi, je ne suis pas vacciné. En revanche, j'ai eu la Covid et donc j'ai été guéri. Je constate que j'ai donc dû développer une immunité naturelle qui, si j'ai bien lu certaines études, pourrait être valable pendant 2 ou 3 ans. En Suisse, on est considéré comme guéri et donc on n'a pas besoin de QR code pendant 1 an, ça a été ramené à 9 mois. En France, c'était 6 mois, ça a été ramené à 4 mois. Pourquoi l'immunité naturelle en France serait-elle 2,5 fois moins élevée qu'en Suisse? Ça n'a aucun sens. Et ce que je dis, moi, c'est que je vois autour de moi des amis, de la famille. J'ai beaucoup d'amis ou de membres de ma famille qui sont vaccinés 2 fois, parfois 3 fois. Eh bien, j'en ai beaucoup autour de moi qui tombent malades. Moi, personnellement, j'ai mon immunité naturelle, je peux vous assurer. Et ils sont tous vivants. Je ne suis toujours pas tombé malade, je n'ai pas attrapé le virus Omicron. Voilà. Merci beaucoup François Asselineau. J'ai une dernière question à vous poser parce que aujourd'hui c'est une date très particulière. Il y a 16 ans, jour pour jour, Ilan Halimi était assassiné après avoir passé 24 jours de torture et d'enfer parce que juif. Le François Asselineau candidat a-t-il un programme pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme? Et est-ce que pour vous c'est un problème important qui touche la France? Oui, je pense que mais pas seulement l'antisémitisme, oui, vous avez raison, mais le racisme aussi, et aussi la tentation de certains à utiliser des boucs émissaires. Voilà, moi je suis inquiet, pour tout vous dire, sur la tournure que prend cette élection présidentielle, où l'on a un peu tendance, alors que les grands sujets qu'on n'a finalement pas vraiment abordés encore, on n'a fait que les effleurer, les grands sujets comme notre appartenance à l'UE, l'euro et la position du gouvernement gouvernement allemand sur l'euro, qui va nous imposer des politiques de rigueur terribles dans les semaines et les mois. C'était habile, mais c'était pas ma question. Ce sont des vrais sujets. Et je vois des candidats comme Monsieur Zemmour, qui quand même jettent de l'huile sur le feu en désignant une partie de la population à la vindicte générale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, bien sûr, mais moi je n'aime pas, de façon générale, le système des boucs émissaires et le système de la culpabilité collective. C'est quelque chose que j'ai en horreur et qui nous a mené toujours dans notre histoire au pire dérapage. Merci François Asselineau d'avoir été ce soir avec nous pour passer le grand oral des GGMO et d'avoir répondu aux questions de Michel Thoman, Clément Vérénal et Jean-Michel Cohen. À votre sujet, Jean-Michel Cohen, je veux d'ailleurs signaler à la sortie de cet ouvrage, tout beau, tout neuf, si on changeait tout, sorti chez First, pouvoir tout changer, psycho, cadre de vie, bonheur, alimentation,
l'alimentation. Vous en parlerez ensemble dans le GGMO avec nous dans la semaine. Plaisir, oui. Merci beaucoup. Merci François Asselineau. On se retrouve demain soir pour le débat des GGMO à 20h. À demain.